Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à une semaine du premier tour des élections régionales, France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté bouleversent leur programme. Nous vous proposons 3 débats thématiques tout au long du week-end pour mieux comprendre les enjeux de ce scrutin. Après les transports ce matin et avant le développement économique demain, on va parler d'environnement et de politique écologique aujourd'hui au niveau régional avec vous, Éric Sicot, et avec nos invités sur le plateau. Oui, et comme ce matin et comme demain, nous avons réuni 6 invités sur ce plateau pour ce débat consacré à l'environnement. Benoît Borda, bonjour. Pour la liste PS de Marie-Guite Dufay, vous êtes conseiller municipal à Dijon, délégué régional de Cap 21 en Bourgogne, le parti de Corinne Lepage. Patrick Jean, bonjour. Bonjour. Pour la liste LR-UDI de François Sauvadet, vous êtes maire d'hiver droite de Pontarlier, dans le Doubs. François Loto, bonjour. Pour la liste Europe Écologie Les Verts de Cécile Prudhomme, vous êtes le délégué régional d'Europe Écologie Les Verts en Bourgogne. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Pour la liste FN menée par Sophie Montel, vous êtes secrétaire départementale du Front National dans l'Yonne. Sophie Micollet, bonjour. Bonjour. Pour la liste du Modem de Christophe Grudler, vous êtes la chef de file en Saône-et-Loire. Et puis Gérard Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste de l'AEI menée par Julien Gonzalez, l'Alliance écologiste indépendante. Vous êtes tête de liste dans le Jura. Alors, vous en avez l'habitude, cette émission, c'est aussi à la vôtre. Vous pouvez la commenter sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui va s'afficher. REG BFC, c'est simple, REG comme régional, BFC comme Bourgogne-Franche-Comté, notre future nouvelle grande région. Eric. Alors, c'est demain que s'ouvre à Paris la COP21, la conférence internationale sur le climat. Alors, à la veille de cet événement, nous allons justement parler de transition écologique, de transition énergétique. Et parmi les compétences, effectivement, les futures régions vont devoir coordonner l'action des collectivités dans l'aménagement durable, la biodiversité, le climat, la qualité de l'air et l'énergie. Alors avant de parler énergie, dans la seconde partie de ce débat, on va d'abord un peu parler d'économie. Chacun se demande un peu comment concilier développement économique dans nos régions et respect de la nature, respect de l'environnement. Alors, première question, est-ce qu'il faut réorienter toutes les aides du Conseil régional et notamment en s'adressant prioritairement aux entreprises qui jouent le jeu de la transition écologique ? Qui veut commencer? Benoît Borda. Aujourd'hui, on a déjà commencé en Bourgogne-Franche-Comté à faire la transition écologique, la transition énergétique pour l'économie, puisqu'on s'est fixé un certain nombre d'objectifs avec la région Bourgogne, avec la région Franche-Comté, et c'est dans notre programme, c'est de diminuer les gaz à émissions de serre, c'est de diminuer la consommation énergétique finale des foyers. Et aujourd'hui, on le voit avec le développement des clusters éoliens, des énergies renouvelables, on a un formidable outil pour faire des leviers économiques. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est à la fois de s'appuyer sur nos entreprises qui sont déjà développées sur ces énergies-là, et à la fois de produire notre propre énergie, et aussi de diminuer la facture énergétique des foyers, puisqu'aujourd'hui, les foyers, ils regardent à la fin du mois ce qu'ils payent. Ça, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Oui, Monsieur Jean. Oui, simplement, je crois que tout d'abord, la préoccupation environnementale n'est la propriété de personne, plutôt de tout le monde. Donc nous sommes bien entendu engagés fermement dans cette défense de l'environnement, mais dans une défense de l'environnement et une préservation de l'environnement qui soit moins punitive que précédemment. C'est-à-dire faire véritablement du développement responsable et durable un levier de développement économique, c'est-à-dire allier à la fois la responsabilité qui est la nôtre de préserver l'activité économique, le dynamisme économique, agricole, touristique et autres, mais en même temps de prendre les mesures nécessaires pour préserver le futur. C'est tout l'enjeu. Et c'est donc l'objectif, c'est de passer de ce dogme qui nous a dirigés pendant un certain nombre d'années, contraignant, annihilant les initiatives locales, pour au contraire passer vers un soutien à la préservation de l'environnement, mais en permettant le développement économique. C'est tout l'enjeu de cette élection. L'écologie est forcément punitive, selon vous? Prétendre que la poursuite des politiques actuelles qui sont menées depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, de manière ininterrompue, va nous permettre d'aller bien loin, je pense que c'est une illusion totale. Pour ma part, j'ai toujours abordé les questions environnementales par l'économie. À l'heure actuelle, ce qu'on nous présente comme des solutions productives, sous prétexte qu'elles s'appellent productivistes, ne le sont absolument pas. La meilleure preuve, c'est qu'il suffit que les subventions disparaissent pour que tout ça s'arrête, n'est-ce pas? Le système qui est mis en place à l'heure actuelle est un système qui est tout à fait anticonstitutionnel, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle le principe du pollueur subventionné. Le seul principe constitutionnel, et nous le devons à M. Chirac, n'est-ce pas, dans le cadre de la charte constitutionnelle de l'environnement, c'est le principe du pollueur-payeur.
Parce que prétendre, comme le fait la région, ou comme l'ont fait tous les partis qui se sont succédés à la tête de l'État depuis 1976, qu'on va poursuivre la croissance à crédit, n'est-ce pas, puisque l'État est en faillite, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Fillon, eh bien c'est une illusion totale, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, c'est en revenir aux principes fondamentaux qui existent dans la Constitution, le principe de liberté, le principe d'égalité. Il n'y a pas de principe de fraternité, sauf celui qui est inscrit sur le... J'ai terminé, monsieur. Et le principe important, c'est le principe de sécurité qui ne s'applique pas seulement à la sécurité publique, mais également à la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la sécurité hospitalière, n'est-ce pas? Et tout cela ne suppose absolument pas de financement public, ça suppose simplement que les acteurs économiques jouent sans discrimination, telles que celles qui sont organisées par l'Union européenne. François Loto. Oui, écoutez, faire un peu de ci et un peu de ça, ça ne marche pas. Patrick Jean parlait de dogme. Bien sûr. Justement, je vais dire que les dogmes, ça ne marche pas non plus, ni dans un sens ni dans l'autre. Et faire un peu de soutien de ci, verdir une chose et puis en même temps faire le contraire, ça ne fonctionne pas. Il faut voir des choses concrètes. Je vais citer qu'un chiffre. Investir 1 million d'euros permet de créer 19 emplois dans l'efficacité énergétique, 14 emplois dans les renouvelables, alors que ça ne permet d'en créer que 5 dans le charbon ou le nucléaire. Voilà, c'est simple. Voilà le sens dans lequel il faut aller. Il ne faut pas continuer de piller les ressources naturelles. Il faut créer les emplois dans les directions là où ça sera rentable en emploi. Votre parti participe aux 2 exécutifs sortants. Est-ce que vous considérez que les régions ont fait leur travail de ce point de vue-là? Ou est-ce que vous êtes critique par rapport au bilan? Les régions ont fait un peu, mais pas assez, et un peu de manière contradictoire. On ne peut pas mettre un peu d'argent dans une chose, beaucoup dans l'autre, et ensuite faire surtout de l'affichage sur le côté où on n'a mis qu'un peu. Julien Audoul, on entend peu le Front National sur ce thème de l'environnement, du développement durable. C'est un thème qui vous préoccupe? Bien sûr, qui me préoccupe. La question de la défense de l'environnement est essentielle, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est une question secondaire. C'est-à-dire qu'au lendemain du 13 novembre, c'est vrai qu'il faut d'abord qu'on ait une pensée pour nos compatriotes, nos 130 compatriotes qui sont décédés lors des attentats dans les rues de Paris, au Bataclan. Une pensée pour les familles des victimes et surtout une pensée pour nos compatriotes qui luttent encore entre la vie et la mort. C'était une question essentielle. Ensuite, sur la question de l'environnement. Donc, demain s'ouvre la COP21, bien sûr. C'est notre actualité. Donc, il y a la vitrine de cette COP21, c'est-à-dire les grandes puissances de ce monde qui se réunissent pour sauver la planète. Mais derrière les beaux discours et finalement les envolées lyriques pour sauver l'environnement, il y a une triste réalité. C'est que depuis 1997 et le protocole de Kyoto, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau régional? Si le FN arrive aux responsabilités, qu'est-ce qu'il fait sur cette question? C'est important déjà de resituer un peu le contexte. Depuis 97, protocole... On peut parler de la région dans un... Oui, non, mais bien sûr. Mais vous permettez, déjà, j'élargis le prisme, et ensuite je viens sur la région. Rapidement, parce que le temps passe. Le but de Kyoto, c'était de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 97, elles ont augmenté de 50%. Donc, au lieu d'organiser de grandes conférences qui ne servent à rien, c'est-à-dire que dans le même temps de la conférence donc de la COP21, 250 arbres vont être arrachés à Paris par Madame Hidalgo pour élargir et agrandir Roland-Garros. Dans le même temps, vous allez avoir toute la circulation qui va être bloquée. C'est-à-dire que nos compatriotes franciliens, mais aussi mes compatriotes de Lyon qui travaillent en Ile-de-France, vont être pénalisés. Donc, et dans le même temps aussi, la COP21, l'organisateur qui s'appelle donc GL Event fait appel à 200 travailleurs détachés, donc qui sont payés. On s'éloigne un peu de notre thème. Non, mais c'est pour vous dire. Alors après, au niveau régional, bien sûr, monsieur le disait, et c'est vrai, la région, les 2 régions, les exécutifs socialistes n'ont pas fait assez dans ce domaine-là. Et nous, donc, au Front National, nous sommes pour une écologie qui ne soit pas une écologie punitive. Et on va en parler. Alors, Sophie Micolet, alors un tout petit premier mot tour de table. Merci pour parler de la COP21. C'est quand même le gouvernement s'est engagé à ce que l'ensemble des activités de la COP21 soient compensées parce qu'ils vont faire le bilan énergétique. On peut le dire aussi, puisqu'on parle des mauvaises choses, il faut aussi parler des bonnes. Un point sur aujourd'hui, ce que peut nous apporter une approche environnementale
de notre économie. On se trompe en pensant toujours qu'on va avoir des gens qui vont penser aux oiseaux, etc. Quand on parle d'écologie, on ne parle pas que de ça. L'écologie, c'est ce qui va nous faire vivre demain. Vous l'avez mentionné. L'écologie nous permet de créer, via toutes les énergies renouvelables et bien d'autres choses, énormément d'emplois. Et la région a des moyens concrets pour mettre en place ces emplois. Par exemple, la formation, qui fait partie des moyens de la région, est un outil extraordinaire pour mettre en place des outils associant l'énergie renouvelable, associant l'économie circulaire. Il y a des choses à mettre en place via la formation qui sont fondamentales, et notamment à destination des PME. Parce que pour les PME, avoir des formations sur le sujet, c'est quelque chose auquel elles n'ont pas nécessairement accès. Les grands groupes, oui. Mais une PME aujourd'hui, est-ce qu'elle sait qu'elle peut avoir, en utilisant des plastiques recyclés, 30% d'économie sur ces plastiques? Non, pas forcément. Et pourtant, même si ça reste du plastique, c'est un vrai plus. Donc je pense qu'il faut qu'on approche ces sujets-là, pas uniquement par le biais d'aide, puisque c'est votre question initiale, mais par tous les moyens qui sont à notre disposition pour le faire. Et c'est le rôle de la région. Oui, la formation, c'est le rôle de la région. C'est très important pour ça. 75% tout de même des moyens qui proviennent de l'Europe et de l'État sont, pour la transition énergétique, sont mis en œuvre par les collectivités territoriales et en premier lieu par les régions. Je voulais citer un exemple concernant l'efficacité énergétique. La Bourgogne et la Franche-Comté sont chefs de file et sont les premières à avoir investi dans des réalisations BBC. La Franche-Comté, la première de toutes les régions françaises, et la deuxième, la Bourgogne. Donc on a beaucoup investi dans les bâtiments basse consommation. Et donc soit on souhaite le poursuivre avec un service public de l'efficacité énergétique qui reliera tous les territoires pour les citoyens, pour les entreprises, dans l'appui et le conseil. Ça, c'est un premier point. Voilà. Et le deuxième point, c'est le dispositif EFI-Logique qui avait beaucoup marché en Franche-Comté. Un article du FC Que Choisir, un article récent du FC Que Choisir démontre, avec les chiffres, qu'avec les mêmes sommes, avec la même quantité d'argent public en Allemagne et en France, on arrive à équiper, à isoler 15 fois plus de logements en Allemagne qu'en France, tout simplement parce que là-bas, on va contrôler l'efficacité. Ici, il suffit que les gens souscrivent à des programmes qui sont au bénéfice d'entreprises, n'est-ce pas, et pas au bénéfice de l'économie d'énergie, pour que ce soit validé. Et tout ça en gaspillant l'argent public. Il y a moyen, comme en Allemagne, de mettre en place des préfinancements qui permettent de conserver l'argent public pour des projets ultérieurs plutôt que de le jeter par la fenêtre, n'est-ce pas? L'argent public, ce ne sont que des impôts qui sont détournés de leur mission de service public. Patrick Jean, vous réagissiez sur le dispositif EFI-Logique qui est à l'origine de l'isolation de beaucoup de bâtiments en Franche-Comté. Vous disiez que ce n'est pas aussi efficace que les sortants veulent bien nous dire pourquoi. Le principe est peut-être bon, son efficacité est tout à fait à remettre en question. Je voudrais simplement, par rapport à ce qui vient d'être dit depuis quelques minutes, je crois que pour les uns et pour les autres, je crois qu'il serait vraiment dommageable qu'on surfe, que certains surfent sur les événements du 13 novembre. Et c'est ce que certains veulent faire aujourd'hui en déplaçant le débat, en déplaçant le débat de la région vers le national. Donc, au niveau, je ne vous ai pas interrompu, je parle tout seul. Donc, vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc, je veux recentrer sur le débat régional. Le débat régional, c'est quelle place pour l'environnement, quelle place pour le développement responsable et durable. Le principe, c'est quelle utilisation fait-on des données publiques? Aujourd'hui, ce qui a été mis en place en Bourgogne et en Franche-Comté, par exemple pour EFI-Logique, un objectif affiché totalement inopportun et totalement inaccessible de 15 000 logements rénovés par an. On est aujourd'hui, au bout de 7-8 ans, 10 400 logements au total. On a affiché, parce que c'est du populisme, 15 000 logements pour dire qu'on va faire. On le savait. Et tous les éléments, tous les acteurs économiques du bâtiment disaient que c'était totalement impossible. Nous, ce que nous proposons, c'est 15 000 logements en 2021, en mettant en place, par exemple, un passeport qui permettra, numérisé, qui permettra d'avoir une préétude, un rapport sur son habitat, 1 000 € qui seront donnés donc, pour permettre d'avancer dans les études concrètes. Il faut parler du concret de ce que va faire la région. C'est la mise en place d'une formation pour, comme disait madame, un modérateur et un intermédiaire qui pourrait servir d'intermédiaire entre les propriétaires qui veulent évoluer dans leur habitat et les opérateurs techniques, bâtiments, BTP et autres. Donc tout cela, effectivement, il y a de vrais leviers de développement d'une économie liée au développement durable et responsable, à la transition énergétique. Mais de grâce, recentrons-nous sur ce que va faire la région. La force de dire qu'il est impossible. Pardon. Oui, Benoît Borda, peut-être. Moi, je m'inscris en faux, puisqu'on est les premiers pour les bâtiments BBC réalisés, dont acte. Mais 7 000, 10 000, 15 000, peu importe, finalement. Est-ce que c'est pas une goutte d'eau? Est-ce que
c'est réellement efficace pour la lutte contre le réchauffement? Ça en fait partie. C'est la question que je pose. On a d'autres propositions, puisque c'est de produire localement l'énergie. C'est qu'il l'épargne aux citoyens sur des projets locaux, parce que les citoyens, ils veulent pas que leur argent parte dans des grands trusts, c'est-à-dire qu'ils veulent voir les effets de leur épargne sur des projets écologiques, environnementaux, de la production d'énergie. Ça peut être l'éolien, ça peut être la méthanisation, ça peut être la biomasse. On a un certain nombre de projets comme ça qu'on accompagne. Oui, parce que vous voulez devenir une région à énergie positive. Alors ça, et puis le MODEM aussi dit un peu la même chose en disant rendre notre région autonome. Mais comment on fait? C'est possible? On réduit les dépenses par les bâtiments basse consommation et on produit localement plus d'énergie. Et comment? Parce que là, du coup, très concrètement, comment on produit plus d'énergie localement? On construit une centrale nucléaire? Non, justement, on construit des éoliennes. C'est ce qu'on a commencé en Bourgogne, c'est ce qu'on va poursuivre en Franche-Comté. Ça dégrade l'environnement, les éoliennes. Alors, je vais citer un exemple. Quand j'entends que les éoliennes dégradent l'environnement, il y a aujourd'hui en France 100 000 kilomètres de lignes à haute tension. Expliquez-moi si les lignes à haute tension, c'est franchement esthétique et beau. J'ai pas dit que c'était mieux, monsieur. Les éoliennes, elles peuvent s'inscrire quand c'est partagé. À force de dire qu'on ne peut pas y arriver pour des raisons techniques, que ceci n'est pas beau, que ceci n'est pas suffisamment réalisable avec les finances qu'on a, on aboutit à quoi? À ce que risque de donner la COP21, c'est-à-dire que 2 degrés, on va dire, on est désolé, on ne peut pas, ça va être 2,7 ou 3, sauf que 2 degrés. C'est pas une moyenne. 2 degrés, c'est une limite maximum au-delà de laquelle on ne maîtrise plus rien. Donc il faut rester en dessous, il faut rester à 1,5. Donc il faut être beaucoup plus incisif sur tout ce qu'il y a à faire. Sophie Nicolet, comment vous arrivez à une région donc à énergie positive? Énergie positive. Il y a énormément d'énergie renouvelable à mobiliser. Alors pour contre le nucléaire, je ne vais pas revenir sur la question telle que vous l'avez posée. De toute façon, on ne peut pas faire sans à l'heure actuelle. Donc on va devoir, en termes d'économie de transition, il faut par exemple continuer à soutenir le pôle de compétitivité lié au nucléaire en Bourgogne. Bien sûr. Bien entendu. C'est une force. Bien sûr. C'est ridicule. Vous permettez? C'est 15 000 emplois. Je vais essayer de vous laisser Sophie Nicolet mettre tous d'accord. On fait un tour. Non. Elle avait la parole. On lui redonne, s'il vous plaît. On vous donnera la parole après. On vous donnera la parole après. Sophie Nicolet. C'est énormément d'emplois aujourd'hui dans notre région. C'est une énergie, certes, de transition, mais aujourd'hui, et tant que nous n'avons pas assuré la formation des gens pour qu'ils aillent vers d'autres énergies, des énergies renouvelables, telles que celle qu'a citée à l'instant Benoît Borda, sur la biomasse, sur la bioénergie, la filière bois, quelque chose d'extrêmement important pour nous. Ces emplois sont localisés en Bourgogne. On sait qu'on a une filière bois très importante, et notamment dans le Morvan, en Bourgogne. Ces emplois trouveront des transitions, mais pas tout de suite. Donc on ne peut pas aujourd'hui supprimer la filière nucléaire en Bourgogne. Non, nous ne pouvons pas. Nous n'allons pas mettre autant de personnes au chômage dans la situation actuelle. Essayez de vous mettre d'accord tous. La première chose que peuvent faire les régions, et la région Franche-Comté et Bourgogne en particulier, c'est d'abord de ne pas gaspiller l'argent public. J'ai rappelé tout à l'heure que la France était en faillite. N'est-ce pas? Les dotations de l'État aux différentes collectivités dans les régions ne cessent de diminuer. Je n'ai pas terminé, monsieur. Aux questions environnementales. Mais ça n'est pas, monsieur, l'environnement, il y a des questions de coûts. Donc, vous ne pouvez pas me faire le reproche de parler de ça. Donc, distribuer de l'argent public que les régions n'auront pas, prétendre, s'avancer en disant qu'on va donner telle aide, ça ne tient pas debout. Il faut faire en sorte, mettre en place des procédures qui soient efficaces, qui coûtent le moins possible. Quant au nucléaire, puisque vous dites c'est indispensable, j'ai regardé avant de venir ma facture d'électricité. 85% d'électricité d'origine nucléaire. Mais tout l'argent que le gouvernement est en train de mettre pour continuer Flamanville, tout l'argent qu'il est en train de mettre sur la région. Eh bien, c'est pas ça, madame. Tout cet argent-là, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dictature, entre guillemets, des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire. Et ça sans que jamais les citoyens aient été appelés à donner leur avis. Alors moi, j'aimerais bien que les consommateurs, pour terminer, que les consommateurs soient consultés là-dessus, parce que on est obligé de vous arrêter, monsieur Lacroix. Les politiques prennent des décisions sans jamais consulter. Simplement pour finir, parce qu'on a commencé sur les énergies renouvelables, et je pense que c'est très important d'aller jusqu'au bout. L'éolien, parce qu'on avait des débats, mais il faut quand même que les gens sachent, là, qui nous regardent, que de toute façon, l'éolien, c'est extrêmement limité, maîtrisé. Il y a des études qui sont faites, qui sont très solides. On sait très bien que la Saône-et-Loire est une région qui est très peu vantée, que la Bourgogne-Franche-Comté
côté très peu vanté, qu'il y a des options dans le nord de la Bourgogne, qu'il y en a aussi un petit peu sur le Doubs. Il y en a très peu finalement. Un petit peu, le projet, c'est le plus gros projet éolien de France à 5-10 ans. Géographiquement, c'est très limité. Et je pense qu'on devrait voir les choses autrement. Et certains trouvent ça très beau, les éoliennes. Alors je suis désolée de le dire, mais il y a des gens qui trouvent ça élégant parce que ça a un côté flottant dans l'air. Pourquoi on n'en fait pas? C'est les bobos et les gauchistes qui le font. Pourquoi ne faisons pas ça? C'est tout à fait extraordinaire. C'est vrai que la zone de vent s'arrête à la limite au sud de Beaune. Il y a du vent le long de la vallée de la Saône et sur la côte jusqu'à ce niveau-là, et plus bas, il n'y en a plus d'un seul coup. C'est quand même extraordinaire. Concrètement, quelle action au niveau régional, Monsieur Loto, continuer à investir dans les clusters éoliens, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui? Absolument. Et du point de vue économique, il y a un développement important à assurer dans ce domaine. L'entreprise France Éole au Creusot, le cluster éolien, tout ça, c'est important, ça fonctionne, ça se développe, et ça pourrait se développer beaucoup plus. La filière est incomplète, on n'a pas les générateurs par exemple, mais déjà la fabrication des mâts, et ça permet de reconvertir les gens dont la spécialité est de travailler dans la métallurgie et qui actuellement se retrouvent au chômage du côté d'Areva. Julien Odoul, si j'ai bien compris, vous voulez arrêter le développement de l'éolien en Bourgogne-Franche-Comté? Tout à fait, exactement. Alors déjà, pour répondre à monsieur sur le nucléaire, on le sait aujourd'hui, il est totalement irresponsable, voire stupide, de se passer du nucléaire. C'est tout à fait aussi stupide de persister dans le nucléaire. À vouloir se passer du nucléaire n'est ni irresponsable ni stupide. Qui est la seule énergie propre et pas chère, donc qui offre de l'électricité pas chère à nos concitoyens. On vient d'apprendre que le nucléaire était propre et pas cher, c'est extraordinaire. On laisse parler monsieur Odoul, s'il vous plaît. Monsieur Lacroix, vous avez demandé à ce qu'on ne vous interrompe pas, laissez parler monsieur Odoul. Merci monsieur Lacroix. Vous n'avez pas accepté de la règle que je vous proposais tout à l'heure, donc j'interviens. On peut. Il n'y a pas de règle, c'est nous qui fixons les règles du débat. Ensuite, sur le développement de l'éolien, on voit bien le dogmatisme des Verts et finalement et donc du PS, puisque on se bat pas contre des moulins à vent, mais on les construit. Oui, enfin voilà, exactement. Et quel est le résultat? Ça dégrade considérablement l'environnement visuel. Vous vivez pas à côté d'une éolienne, monsieur. Et vous? Heureusement non. Mais je connais notamment énormément de communes, notamment dans le Chablisien, où vous voyez donc des paysages magnifiques qui sont souillés par le développement des éoliennes. Et je pense notamment donc à la commune de Préhy, donc où les habitants se mobilisent avec acharnement donc contre l'encerclement d'un parc éolien. Je veux dire, même pour le tourisme, c'est une entrave. Donc quelle alternative du coup? Développer les énergies renouvelables, vous avez déjà ça en fait partie, l'éolien, du coup. Non, mais bien sûr que l'éolien en fait partie, mais ensuite il faut voir l'éolien offshore, il n'y a aucun problème. Mais quand vous avez... On va avoir du mal. Oui, mais voilà, ce que je vous dis. On n'est pas hostile à l'éolien. C'est pas un modèle unique d'éolien qu'on propose. C'est aussi le mix énergétique. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est la méthanisation, c'est de la biomasse, c'est du solaire. Voilà, enfin, on n'est pas sur un modèle unique. On sait que l'éolien va atteindre un stade et qu'on ne peut pas faire plus de 20% de la production d'électricité en éolien, puisqu'après ça pose des problèmes techniques. Il faut déjà penser à l'environnement pour nos concitoyens. On y pense tous les jours. Mais pour nos concitoyens, leur cadre de vie, c'est ça une écologie humaniste et non une écologie dogmatique donc que vous prenez. Et enlever les lignes haute tension. Par rapport au développement durable et responsable, par rapport à l'énergie en particulier, il ne faut pas oublier un élément qui est la précarité énergétique. On a aujourd'hui plus de 15% des foyers en Bourgogne-Franche-Comté qui sont touchés par la précarité énergétique. Donc les régions, la future grande région, a comme objectif justement, et nous avons comme objectif, de travailler en coopération avec les bailleurs sociaux, avec les bailleurs propriétaires, avec les locataires eux-mêmes, pour qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat à travers une baisse de leur facture énergétique. Quand on parle de précarité énergétique, on parle de coût de l'énergie. Et on le sait très bien. C'est pour ça que la réponse, elle ne peut pas être absolue comme certains veulent bien entendre. On a besoin du nucléaire. Il faut mettre la sécurité en priorité. Et si il y a sécurité, il faut peut-être fermer certains réacteurs, mais certainement pas, par principe, arrêter le nucléaire. Ça serait une aberration à la fois économique et énergétique. En revanche, il faut tendre vers un transfert de l'énergie nucléaire vers d'autres types d'énergie, mais avec des objectifs qui soient réalistes, et non pas comme ceux qui ont été affichés, par exemple, dans le schéma régional de cohérence écologique, ou le SRCAE, qui a été proposé par la région de Franche-Comté, qui est totalement inatteignable. Quand on veut consacrer une telle capacité en bois énergie, on va aller, mais j'espère que vous en êtes conscients, ceux qui avaient proposé ça, on va aller anéantir une des ressources les plus compliquées à construire qu'est la forêt, à travers les objectifs de bois énergie qu'on a inscrits dans le SRCL. Il faut quand même le savoir. Et on va faire des centaines de poids lourds, de grumiers qui vont prendre les routes pour aller chercher du bois énergie. Pour faire quoi? Pour détruire la forêt.
parce qu'il faut 50, 60 ans pour la reconstituer, pour ne rien apporter au bout. Donc il faut avoir des politiques qui soient territorialisées et ne pas avoir des grands schémas, c'est sur quoi on se bat, des grands schémas qui finalement ne collent pas du tout aux spécificités des terrains. Benoît Borda, vous allez détruire la forêt? Mais on ne va pas détruire la forêt, il y a d'autres dispositifs pour se On a servir du vu bois. que c'était très compliqué de monter des projets, on l'a vu avec Hercia, notamment dans la Nièvre, c'est un projet qui a capoté, alors qu'il y a aussi... Un projet, il réussit quand on associe tous les acteurs de territoire. Donc aujourd'hui, il faut les... N'associez pas les consommateurs à vos projets. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc dans ce modèle-là, il faut associer les acteurs de territoire, et puis dans le modèle bois, il y a les déchets du bois, il y a les copeaux bois, il y a les taillis bois, il y a les tailles de haies, il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui, avec de l'investissement privé et de l'investissement public, aujourd'hui se développent sur de la biomasse, c'est pour les réseaux de chaleur. Voilà ce que je tenais à vous dire. Le projet Hercia a réussi à capoter grâce à l'intervention des associations locales et d'Europe Écologie Les Verts, y compris à l'échelon européen. Et donc c'est compliqué à monter. La démonstration a été faite de façon évidente que ce projet qui consistait à faire des granulés de bois pour les envoyer verdir la production électrique en Belgique, et dont le principal sponsor était un transporteur luxembourgeois, ça ne tenait évidemment pas la route, ni du point de vue économique, ni du point de vue écologique. Donc Benoît Borda, je voudrais juste revenir à vous, parce que vous proposez un service public, je crois, de l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement. C'est encore une commission Théodule du PS, technique spécialiste. Un petit peu technique, mais s'il vous plaît, Monsieur Lacroix, nous sommes encore là pour organiser le débat. Peut-être. Donc moi, je suis citoyen, c'est moi qui paye les impôts. Pour l'instant, c'est vous qui avez plus parlé des 6. Non, plus maintenant. Ah bah si. Absolument pas. Benoît Borda, continuez s'il vous plaît. C'est d'associer, parce que justement, c'est des dossiers techniques, c'est des dossiers qui sont compliqués. Donc c'est à la fois de mettre autour de la table les entreprises, les citoyens qui veulent changer leur habitation, faire des modifications, faire des travaux de rénovation énergétique, et c'est de les accompagner dans le montage de ces dossiers, de les accompagner dans les aides qu'ils pourront obtenir auprès du conseil régional, qu'on permettra d'avoir un vrai service optimal et d'orienter tout le monde dans la bonne direction. La France est en faillite. Ces aides dont vous parlez, elles disparaîtront très bientôt et heureusement. Eric? Oui, 30 secondes. Nous, on a 3 propositions très concrètes par rapport à cela. C'est donc la mise en place d'un passeport énergétique, donc 1 000 € qui seront donc sous la forme d'une carte numérique, qui permettront aux propriétaires de pouvoir faire une estimation de leur consommation énergétique, de pouvoir avoir un rapport d'études thermiques sur leur habitation et ensuite des propositions d'évolution de l'habitat. Et donc la région offrirait 1 000 € pour ces études-là. Par rapport au passeport numérique, avec un engagement bien sûr de passer par des sociétés habilitées et agréées pour faire cette estimation énergétique. Deuxièmement, c'est le développement, comme je disais tout à l'heure, d'un métier de coordinateur de la rénovation qui servirait d'intermédiaire entre les propriétaires et puis les acteurs économiques. Et puis c'est le plan Vivre Mieux avec cet objectif de 15 000 logements en 2021 rénovés avec la mise en place d'une structure bancaire qui porterait les coûts des travaux financés par la BEI. Merci. Alors il faut créer des plateformes pour la transition énergétique de manière à ce qu'effectivement des situations où le nombre de gens qui puissent isoler leur logement, qui était aujourd'hui très insuffisant, c'est exact, pour que ces gens puissent s'y retrouver. Il faut coordonner tout ça, il faut coordonner les artisans aussi pour que les artisans puissent intervenir sans être uniquement des sous-traitants de grosses boîtes. Il faut faire ça à l'échelle à peu près de 10 000 habitants, quelque chose comme ça. Ça doit passer donc aussi par les EPCI et la région a un rôle très important à jouer dans la construction. Les communautés de communes, etc. et l'agglomération, oui. Établissement public de coopération intercommunale. Et donc la région a un rôle essentiel à jouer là-dedans et ça doit multiplier par au moins par 10 la possibilité de rénovation énergétique des on avance dans le débat. On a beaucoup parlé énergie. On va parler un peu de l'agriculture. Les surfaces bio ne représentent finalement que 6% des terres agricoles en Bourgogne-Franche-Comté. Entre 2014 et 2015, plus 25% quand même en Bourgogne. Un nombre de conversions multiplié par 2,5 en Franche-Comté. C'est un vrai élan qu'il faut continuer à soutenir, ou est-ce qu'il faut avant tout aider les exploitations existantes? Il y a une vraie inquiétude de la part des agriculteurs là-dessus. Sophie Migoulet. Je pense qu'il faut travailler sur le bio, mais pas que sur le bio. Il faut aussi travailler sur l'agriculture raisonnée, puisque les agriculteurs sont aussi fiers, les viticulteurs, les éleveurs sont aussi fiers de leur terroir et de leur région que nous le sommes, et ils n'ont pas envie non plus de faire n'importe quoi. Donc il faut qu'on les aide et qu'on les accompagne. Nous là-dessus, on propose quelque chose qui est très concret, mais qui est la création d'une académie régionale agricole qui permettrait de faire en sorte que les gens les agriculteurs puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent continuer d'apprendre, toujours en
en formation continue. Il y a énormément de changements qui vont venir et c'est se tromper de parler d'aujourd'hui de l'environnement sans parler du big data, sans parler de toutes ces choses, parce que demain, nous allons beaucoup mieux connaître nos territoires. Nous allons avoir des données qui vont nous permettre d'adapter. Nous saurons dire quels sont les taux de pesticides au quotidien qui sont injectés et nous saurons les mesurer bien mieux. Et apprendre demain aux agriculteurs, aux éleveurs, etc., à utiliser tous ces outils et mettre en commun les différentes connaissances qu'on a. Les agriculteurs ont besoin de la région pour ça? Ils ne le font pas déjà? Bien sûr, on va continuer de les aider. Il faut qu'on les aide. Je veux dire, il y a un moment donné où on peut distribuer des aides, mais ça ne suffira pas. Et comme vous le mentionniez, nous n'avons pas les moyens de le faire. Si on apprend à travailler intelligemment, non, parce que comme vous le disiez, ils le font déjà. Il y a des syndicats qui le font. Et l'idée, c'est de continuer de mettre en relation ces gens, mais aussi avec d'autres acteurs. Par exemple, des chercheurs. On a aussi le pôle Vitagora qui se développe et qui va se développer très fortement à Dijon, avec la cité de la gastronomie. Mettons tous ces acteurs-là ensemble, parce que ce sont ces acteurs-là qui connaissent le mieux leur domaine et qui vont pouvoir faire avancer nos connaissances. Gérard Lacroix. Je n'entends parler que d'usines à gaz, de structures intercommunales ou régionales ou épiques, ou ainsi de suite, c'est-à-dire de choses qui ne fonctionnent qu'avec des règlements. Un peu de bon sens. Jusqu'à 25 ans, parce que je suis fils de paysan et fier d'être fils de paysan, j'ai été au cul des vaches, j'ai fait tout ce que font les petits paysans. Mon père n'a jamais reçu la moindre aide. Il aurait été honteux de demander la moindre aide à qui que ce soit. Il s'est débrouillé tout seul, il a travaillé beaucoup. Et il a fini par effectivement avoir une exploitation qui marchait, qui était rentable. Non, monsieur, laissez-moi terminer. Il n'a pas fini avec des aides de la PAC. Aucune, monsieur. Aucune, jamais. Et dans les 6 mois qui suivaient sa mort, tous les déchets qu'il avait générés étaient recyclés, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas de choses qui traînaient, comme les pesticides, qui polluent notre territoire. Quel est le coût des pesticides, pour revenir un tout petit peu en arrière? Quel est le coût de Tchernobyl, en particulier sur les monts du Jura, sur les plateaux du Jura? Quel est le coût de Fukushima? Le prochain accident nucléaire qui se produirait vraisemblablement en France, compte tenu du nombre d'usines, d'unités de production électrique chez nous, on a de bonnes chances que ce soit chez nous. Quel en sera le coût? Donc si vous voulez prétendre, entre guillemets, ne pas parler d'économie au prétexte qu'on parle d'agriculture, ce que moi je propose, ce que propose l'Alliance, c'est tout simplement qu'on en revienne à des choses simples, qu'on libère l'énergie plutôt que de la contraindre en permanence par des réglementations qui ne profitent qu'à quelques-uns, qu'à des lobbies. Et ça, les citoyens peuvent l'entendre, puisque en permanence, ils sont en train de protester. Ils n'accordent plus aucune confiance aux politiciens à qui on donne la parole de manière Julien Audoul, puis Benoît Bordard. Monsieur n'aime pas les... Monsieur, excusez-moi, Monsieur n'aime pas les usines à gaz, mais là vous faites un tunnel à gaz. Ça sert strictement à rien. Mais bon, c'est pas grave. L'énergie en donnant les libertés. S'il vous plaît, monsieur Lacroix. Allez-y, monsieur Julien Audoul. La première question, c'est sur les agriculteurs, il me semble. Tout à fait. On reprend le fil. C'était le thème du tour de table. Voilà, alors évidemment qu'il faut les soutenir, et je dirais que nos agriculteurs sont... Des mendiants. Ils ne sont pas des mendiants, les paysans. S'il vous plaît, monsieur Lacroix, est-ce qu'on peut laisser s'exprimer les autres candidats? Monsieur Audoul. Quand il y a des contre-vérités, il me semble difficile de les laisser passer. Allez-y, monsieur Audoul. Voilà, c'est compliqué de s'exprimer. Je voulais dire, oui, il est important de soutenir nos agriculteurs, et notamment la région le peut, en valorisant, en défendant le patriotisme alimentaire, faisant en sorte donc que dans nos lycées, on mange et on consomme français. Voilà, ça paraît une évidence, ça paraît logique, pourtant ce n'est pas le cas. Donc si Sophie Montel est élue présidente de la région, dans tous les lycées et établissements publics de la région, ce sera notamment de la viande. Mais on aura les moyens de le faire, parce qu'il y a des dizaines de milliers de repas qui sont servis chaque jour. Bien sûr qu'on a les moyens. On est capable de le faire. Bien sûr qu'on a les capacités, c'est uniquement un choix politique. Voilà, malheureusement, nos élites régionales actuelles favorisent de la viande d'Allemagne, favorisent des produits même hors Union européenne, alors qu'on peut justement valoriser et défendre nos productions et nos producteurs avec, en soutenant leur travail. Alors, ça existe déjà, notamment les circuits courts via la plateforme locale, notamment en tous les éléments de bilan de ce qui a été fait par la Bourgogne et par la Franche-Comté. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Mais nous, qu'est-ce qu'on propose de nouveau? Déjà, je voudrais dire qu'on est fiers de nos agriculteurs, on est fiers de nos agricultures, parce qu'on parle de plusieurs agricultures, et qu'il ne faut pas opposer les modèles. Il faut soutenir l'agriculture biologique, il faut soutenir le développement d'une agriculture de l'agroécologie, et il ne faut pas opposer les modèles. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? Bien évidemment, soutenir tout le monde. Mais il faut soutenir tous les modèles de manière égalitaire. Nous, on soutient l'agroécologie.
on soutient les agriculteurs dans des démarches plus vertueuses, dans des partenariats gagnant-gagnant. Mais oui. je vais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous aurez le temps, parce qu'il faut quand même qu'on parle ici aux gens de propositions, parce qu'on peut débattre entre nous pendant des heures et des heures, mais moi je voudrais parler des propositions qu'on porte. Donc c'est bien évidemment le soutien aux filières courtes, le soutien aux circuits courts, mais c'est aussi la problématique de l'installation de nos jeunes agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à s'installer. Et donc là, nous, on veut mettre en place une politique foncière pour à la fois les aider à s'installer et les aider à s'installer sur des exploitations structurées, parce qu'il faut qu'ils fassent des gains économiques sur leurs exploitations, qui soient sur des exploitations rentables. On veut aussi... mais ça veut dire quoi une aide, alors, concrètement, en fait? C'est une aide financière? Non, là, c'est mettre en place une politique foncière, en fait, une structuration foncière, où via des intermédiaires, via les organisations professionnelles agricoles ou la SAFER, on met en place une réserve foncière où on aide l'installation et on structure l'installation des jeunes agriculteurs qui ont de plus en plus de difficultés. Je veux dire, voilà, il y a d'autres sujets. C'est aussi l'agriculture de qualité qui est très inspirée en Franche-Comté et avec un système de coopérative et un système de solidarité via les fruitières. Et ça, c'est des modèles qu'on souhaite développer. C'est accompagner les projets collectifs des exploitants agricoles. Voilà. Monsieur Loto. Oui, tout ça n'est pas très clair, mais on n'a évidemment pas le temps dans la durée de cette émission d'entrer dans le détail. C'est très compliqué sur la PAC, etc. Soyez clair, allez-y. Alors, il y a une manière d'essayer d'être à la fois général et clair en disant que, par exemple, la Fédération nationale d'agriculture biologique, qui est un établissement public d'État, a dit que la filière bio générait 2,4 unités de travail annuelles contre 1,5 pour le conventionnel. Donc voilà un lien entre la nécessité de développer l'agriculture biologique et la nécessité de créer des emplois. Les écologistes ont été très critiques, notamment sur les bilans des exécutifs sortants, notamment en Franche-Comté, par rapport au bilan en matière d'agriculture biologique. Qu'est-ce que vous reprochez aux exécutifs sortants, auxquels vous apparteniez d'ailleurs? Absolument, mais c'est pas parce qu'on y appartient qu'on arrive à obtenir tout ce qu'on veut, mais il faut y appartenir le plus possible pour en obtenir davantage. Je connais évidemment mieux le sujet de la Bourgogne, mais c'est vrai qu'en Franche-Comté, il ne s'est pas fait grand-chose. Il s'en est fait un peu plus en Bourgogne. On ne peut pas nier, notamment, que la Bourgogne ait été la première région à se déclarer sans OGM, par exemple. Tout à fait. Mais les mots et les choses, c'est des fois assez différent. Par exemple... si on prend le soutien mais on en parlera peut-être après, je ne sais pas, des sites Natura 2000, ça joue sur la transition de l'agriculture. Lorsque la région Bourgogne décide d'abaisser ses aides d'un tiers sur la conversion des agriculteurs, sur les projets de conversion d'agriculteurs installés en zone Natura 2000, ça fragilise énormément le développement des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sur ces secteurs et surtout l'environnement de ces secteurs. Donc on dit des choses, mais en même temps on fait le contraire. Donc voilà, c'est bien d'avancer, mais il faudrait aussi que les faits, par exemple, les fonds FEDER ne financent que la moitié du besoin de développement de surface agricole biologique. 6 000 hectares pour 13 000 hectares, par exemple, pour la région Bourgogne. Donc il faut que la région apporte le complément. Patrick Jean, j'ai eu l'impression, depuis le début de la campagne, que François Sauvadet opposait systématiquement développement de l'agriculture et écologie. Non, ce que François Sauvadet défend, et ce que moi je revendique également, c'est d'arrêter cette écologie punitive. Et je vais m'expliquer. Pour l'agriculture, pour la sylviculture, je faisais partie, monsieur, vous pouvez rigoler, je faisais partie de la commission régionale d'installation. Et je peux vous dire que par la mise en place d'éléments très coercitifs, très fléchants, eh bien, on annule le développement agricole. Nous, on est pour un développement agricole multiple et varié et pluriel. Donc, ne pas faire que du bio. Travailler aussi sur l'agriculture conventionnelle. Ben oui, bien entendu. Mais c'est une utopie de faire que du bio. Je ne suis pas persuadé, derrière des études le disent, que ce n'est pas forcément de vouloir tout faire dans un seul panier qui fera avancer les choses. Donc il faut avoir une approche multiple. Il faut arrêter aussi, comme certains le font, les Verts en particulier, de stigmatiser et de mettre en exergue, de dire que les agriculteurs sont des destructeurs de nature, ne respectent rien. S'il y a bien des... vous verrez vos collègues de France. S'il y a bien vous prenez plaisir à nous le faire dire. S'il y a bien des personnes qui dépendent justement de la défense de leur patrimoine, de leur outil de travail, c'est bien les agriculteurs qui font tout. Alors il y a peut-être des exemples malencontreux, mais la très grande majorité développe une agriculture saine. Il faut donc travailler très rapidement très vite, sur des filières de proximité,
alors courtes, bio, peu importe, mais de proximité, qui réduiront donc l'impact carbone pour les déplacements des produits alimentaires. Travailler en coopération avec les départements qui ont la gestion des collèges pour faire en sorte que, entre les lycées et les collèges, ces 60 millions de repas que nous avons à servir en Bourgogne-Franche-Comté par an, faire en sorte que ces repas puissent être traités à travers le travail des filières, à travers donc le rapprochement des acteurs locaux avec les gestionnaires de ces établissements, qu'on ait des circuits courts de production et d'alimentation, et travailler aussi pour que l'agriculture puisse ne pas, et je rejoins, les agriculteurs ne demandent pas de subventions, ils souhaitent simplement vivre de leurs produits et de leur production. Et donc, il faut donc que nous arrivions à travailler sur une diversification des revenus, par exemple avec la méthanisation ou le photovoltaïque, pourquoi pas, et travailler avec des aides de la région envers les agriculteurs. Benoît Borda, excuse-moi. Benoît Borda, pourquoi les lycées, les cantines, s'il vous plaît, je parle. Pourquoi les cantines des lycées ne sont pas assez approvisionnées en produits locaux aujourd'hui? Effectivement, ça paraît simple, ça paraît une idée, voilà. Et pourtant, c'est pas forcément le cas. Qu'elle le soit à 80%. Ça paraît simple, mais chaque cuisine, s'il vous plaît, chaque cuisine de lycée fonctionne différemment. Après, on va rentrer dans un débat technique, mais il y a des fois des cuisines qui fonctionnent en liaison froide, d'autres en liaison chaude. Ça n'a pas le même impact sur ce qu'on va servir dans l'assiette. Et pour les uns, quand on fonctionne des fois en liaison froide avec une cuisine centrale qui cuisine pour d'autres, ils n'ont des fois pas de petites légumeries locales et ne peuvent pas s'approvisionner en produits bruts locaux. Il faut acheter du 4e gamme qui des fois est fait par des industriels. Donc nous, notre rôle aussi pour accélérer la fourniture de produits locaux dans les cantines des lycées, ça va être de les aider à financer des micro-légumeries au sein des lycées pour mettre des produits locaux dans les plats des lycéens. Et puis plus globalement, pour favoriser cette alimentation de proximité, j'allais dire, est-ce que le conseil régional a aussi son mot à dire et sa fonction à jouer? On a tout notre rôle. J'ai pas compris. Pour développer justement les circuits courts, l'alimentation de proximité, ce qu'on appelle aussi l'alimentation de proximité, est-ce que la région a quelque chose à faire? On participe via les financements européens au développement des filières courtes, au développement des ateliers de transformation chez les producteurs, par exemple pour la rénovation ou l'amélioration d'une miellerie ou pour quelqu'un qui fait ses conserves de charcuterie fermière. On les accompagne pour cette transformation. On les accompagne aussi pour des projets, par exemple des projets de drive fermier, des projets de magasins locaux. Ça, c'est tout un accompagnement qu'on fait déjà et qu'on poursuivra dans le prochain mandat. Sophie, oui, juste un mot. Il y a des choses aussi très simples qu'on pourrait mettre en place. Il existe un logiciel qui s'appelle la grille locale qui permet de mettre en relation, c'était développé dans la Drôme, mais c'est déjà en place dans le territoire de Belfort. Ça permet de mettre en relation les producteurs et les besoins des collectivités. Ce qui fait que ça nous permettrait, si la région investissait dans ce logiciel, tout simplement de faciliter les choses. Ça existe déjà. Pas partout. Mais il ne s'agit pas de faire la liste, on n'en a pas le temps, la liste de tout ce qui est possible, l'aide aux investissements de transformation à la ferme, l'aide aux circuits courts, la politique dans les lycées à ce sujet-là, la charte de qualité de la restauration scolaire durable 2015-2019, le bien dans mon assiette, etc. etc. On n'a pas le temps de faire ça. Là. Tout ça, c'est de la communication. Simplement, quand on aura fini de faire le tour de tous les détails, on pourra peut-être s'occuper de ce qui est important. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire taire 2 secondes quelqu'un qui n'existe qu'une fois tous les 6 ans lorsqu'il existe une élection? Parce que le principe d'égalité n'est pas respecté, monsieur. Alors, il ne s'agit pas uniquement de parler des choses et de faire un petit peu de ci, un petit peu de ça. On n'a pas de différence fondamentale sur le fond de ce point de vue-là. Tout à fait d'accord. Simplement, il faut agir et il faut ce qu'on fait à 1 le faire à 10. On sent déjà Julien Audoul demandait la parole. On sent déjà les rapprochements de l'entre-deux tours là, qui sont en train de s'esquisser. Non, c'est pas une question de rapprochement d'entre-deux tours, c'est une question du fait qu'on reconnaît volontiers que 21 Ce qui est terrible, c'est que là, les Français qui nous regardent, en fait, à mon avis, n'y comprennent rien. Oui. Et on comprend pourquoi ils s'éloignent finalement des problématiques environnementales et de la défense de notre cadre de vie. Parce que c'est de la communication, parce que vous égrenez des propositions qui ne veulent rien dire. Les gens peuvent comprendre qu'en Bourgogne, on a déjà gagné 1 degré de hausse de température depuis 87. Ils veulent voir du concret, et chez vous, le concret, c'est uniquement la rentabilité. Alors, et chez vous, au Front National, encore une fois, si vous arrivez aux affaires, monsieur Audoul, qu'est-ce qui va changer en matière environnementale? Soyez concret. Alors, déjà, il faut être concret, il ne faut pas mentir aux Français. Il faut leur dire qu'au niveau de la région, on aura des pouvoirs limités.
on ne va pas pouvoir rendre la Bourgogne-Franche-Comté verte en un claquement de doigts tout de suite. On est déjà la première région verte de France. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau déjà de l'État que ça pourra se passer. Et donc en 2017, s'il y avait vraiment une alternative, et pour le coup une alternative patriote. Ensuite, sur ce que je voulais dire par rapport à ce que vous nous avez dit, c'était une incapacité dramatique que vous nous dites, c'est-à-dire on ne peut faire que 80% de patriotisme alimentaire. On peut monsieur qui dit oui, il n'y a pas de légumerie à côté. Non, en fait, c'est parce que j'ai dit que dans la mandature en 6 ans, on pouvait passer de 20 à 80. C'est-à-dire que vous préférez faire appel donc à des producteurs étrangers et donc à des viandes, à des légumes qui viennent pas de France pour nourrir nos lycéens. C'est dramatique. C'est le message que vous envoyez donc à nos agriculteurs, de leur dire que leur travail ne sert à rien et ne pourra pas être valorisé. Complètement mon discours, je préfère pas vous répondre. Franchement, c'est. Ah bon, si c'est votre conception de la démocratie. Non, c'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Les gens savent ce qu'on a fait pour les lycées, ce qu'on va continuer à faire pour les lycées. Ils le savent déjà. On a mis en place Local en Bourgogne, qui est un dispositif qui met les fournisseurs et les acheteurs des lycées en concordance pour les inciter à acheter des produits locaux. Voilà. Après, ils ont des problématiques de prix, ils ont des prix à respecter. Et plus on produira des produits dans l'agroécologie ou dans l'agriculture biologique, plus on arrivera à rendre accessible à tout le monde. Simplement, terminons avec je suis surpris que personne ne dise que la région a totalement, par la main, mais globalement, le pouvoir de décision à travers le budget qu'elle alloue au lycée. Personne ne l'a évoqué. S'il y a bien un levier sur lequel la région peut jouer pour orienter les politiques applicables dans les lycées, par exemple, mais dans les autres transports et autres, c'est bien par le budget qu'elle délègue au lycée. Donc s'il y a une orientation politique des régions, il peut y avoir transformation sur le terrain. Donc la réponse, elle est toute simple. C'est quelle orientation budgétaire donne-t-on à travers les attributions que la région confiera à ses lycées? Sophie Migolet, vous avez la réponse? Non, j'ai un point tout simple. C'est ce qu'on n'a pas dit encore, mais qui est très important, et je pense que si on a l'occasion d'être écouté, c'est le moment de le dire. La première chose à faire pour améliorer notre environnement, c'est limiter le gaspillage. Et ça, on a tous les moyens de le mettre en place, et la région en a les moyens. Mais c'est quelque chose qui ne coûte rien, mais de s'assurer qu'on utilise ce dont on a besoin. Vous parlez de l'énergie, des déchets Je parle de tout. Les filières, on a besoin de mettre en place des filières de retraitement des déchets. On a besoin de s'assurer que les entreprises peuvent utiliser ce qui a été retraité. On a besoin de s'assurer que dans les cantines, il n'y ait pas de gaspillage. On a besoin de s'assurer à tous ces niveaux-là, on a besoin de s'assurer qu'on n'a pas de gaspillage. C'est le premier levier que nous avons tous. Et je pense c'est un peu ce qu'on appelle l'économie circulaire. Comment la développer? Comment vous la mettez en place? Parce que c'est peut-être facile à dire, mais c'est plus compliqué à réaliser, non? Si on regarde le bilan de la mise en œuvre de ces politiques, c'est tout simplement que les agriculteurs n'ont jamais été aussi endettés, qu'il y a de plus en plus de difficultés pour l'installation des jeunes, n'est-ce pas? Que les aliments qui sont distribués sont de plus en plus pollués quant aux résidus de pesticides dans les eaux. La France vient de publier des statistiques, il n'y en a jamais eu autant. La France étant le premier producteur de ces produits-là, bien évidemment. Je ne vois pas bien le lien avec ma question. Mais... Bien sûr, mais écoutez, monsieur, je termine, parce que c'est moi qui fais la campagne, ce n'est pas vous qui faites la mienne. Non, mais c'est moi qui fais cette émission. Peut-être. Mais donc là, c'est nous qui posons les questions. Ce que je voulais simplement dire, monsieur, c'est que la poursuite de cette politique de distribution d'argent public aux lobbies productivistes, avec des belles paroles environnementales, en ne respectant aucun des termes de la Charte constitutionnelle de l'environnement, aboutit à une situation qui est ingérable. En tous les cas, les consommateurs qui financent ce bordel, j'emploie le terme à dessein, n'est-ce pas, eux ne sont pas associés à la définition de la politique agricole commune, alors qu'ils sont les premiers intéressés. Ils sont demandeurs de produits de qualité. On s'éloigne des enjeux régionaux. On revient à l'économie circulaire, les produits régionaux, ça n'est pas les cantines. Nous avons tenté d'organiser cette émission avec Jérémy. Je posais une question à Sophie Migolet, s'il vous plaît, sur l'économie circulaire. Est-ce que vous voulez la développer? Comment on fait concrètement? On est la 4e région productrice de métal aujourd'hui en France, Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'il y a des choses à faire sur le retraitement des métaux. On sait qu'il y a des choses sur l'aluminium, que l'aluminium est très largement réutilisable une fois qu'il est recyclé. En revanche, il ne l'est pas nécessairement en termes d'alimentarité. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a peu de filières qui existent. Il y a des choses à travailler. Je pense qu'il faut qu'on aille sur tous ces domaines-là pour arriver à travailler. Il y a un autre point qui est très important, alors certes, est un peu productiviste, mais l'impression 3D, dont on a beaucoup parlé, c'est quelque chose qui va être
extrêmement important dans toute la logique de ce qu'on appelle remanufacturing, c'est-à-dire le fait de faire vivre les produits le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir produire nous-mêmes dans des centres qui doivent être accessibles à tous les francs-comtois, à tous les bourguignons, des centres qui permettront de réparer des pièces qui sont abîmées et du coup de faire vivre plus longtemps des produits et de faire en sorte que, évidemment, les gens n'aient pas besoin de renouveler complètement leurs produits, de réacheter, de reconsommer. Et là, c'est à la région d'aider ce type de... Je pense que c'est à la région d'aider à la mise en place de ce type de centre. Surtout que c'est extrêmement important que la vision de la région, que la région impose une vision et qu'elle ne soit pas simplement gestionnaire, qu'elle aille au-delà. Et c'est typiquement des politiques d'investissement qu'on doit pousser. Allez, madame, messieurs, l'émission arrive à son terme. On va vous demander à chacun une conclusion de 45 secondes. Vous vous adressez aux électeurs de Bourgogne-Franche-Comté. Et on a tiré au sort lors de cette conclusion. On commence avec qui, Eric? On commence avec François Loto, qui a été le premier tiré au sort. Très bien, et qui n'a pas... Bon. Vous savez qu'il y a urgence. Vous avez compris qu'il ne faut plus dépendre du pétrole, du charbon, du gaz et de l'uranium. Le monde qui en dépend s'écroule. Il faut changer. Vous voulez vivre en bonne santé, vous voulez un air respirable, une eau claire, une alimentation saine produite localement, un logement isolé, des énergies renouvelables, des transports propres, faciles et pas chers, des entreprises qui se convertissent ou naissent dans des filières d'avenir et créent des emplois nombreux. La région détient une grande partie du pouvoir d'agir sur tout cela. Il faut des élus écologistes à la région pour porter ce combat, pour porter votre voix, pour agir concrètement et de manière cohérente. Merci. Ils seront les seuls à le faire. Il faut qu'ils soient nombreux. Chaque bulletin pour Europe Écologie Les Verts comptera le 6 décembre pour porter votre espoir. Merci François Loto. Patrick Georges, c'est à vous. Mais je crois que dans le cadre du développement durable et responsable, François Sauvadet apporte des solutions qui sont concrètes, qui sont réalistes, qui seront évaluées comme chacune des politiques mises en place, puisqu'il y a un engagement d'évaluation annuel des politiques mises en place. Nous souhaitons faire du développement durable et responsable un vrai levier de croissance qui préserve la capacité d'investissement et de développement économique actuel, parce que rien ne se fera sans la valeur ajoutée apportée par l'économie, y compris dans le domaine du développement responsable et durable. On ne pourra pas financer des politiques de soutien à la biodiversité, par exemple, si nous n'avons pas de la valeur ajoutée économique. Donc, avoir des solutions concrètes, réalistes. Et surtout, dernier mot, il faut bien entendu, dans le cadre général des élections, une mobilisation de tous les électrices et de tous les électeurs pour que le vote se réalise et que le vote soit sur des fonctions régionales et non pas sur des vocations nationales. Merci. Ne nous trompons pas d'élection. Merci Patrick Jean. Sophie Micolet, c'est à vous pour 45 secondes. Merci. Avec Christophe Grudler, nous, on a fait de l'environnement et de l'indépendance énergétique, en effet, un point majeur de notre programme. Ni par angélisme, ni par dogmatisme. On a décidé de faire ça et d'en faire une clé de voûte parce qu'il s'agit d'un réservoir d'emploi très important pour notre région, parce qu'il s'agit d'un facteur de croissance pour nos entreprises et d'un facteur d'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens, et parce qu'aussi on veut que nos enfants puissent vivre dans le monde dans lequel nous avons vécu aussi bien que nous pouvons vivre aujourd'hui, voire mieux. Alors voilà, dimanche prochain, nous comptons sur vous, vraiment. On a une liste indépendante, citoyenne, assez jeune, par ailleurs. Donc si c'est maintenant qu'on peut faire changer les choses, il faut y aller. Julien Audoul pour le Front National. Oui. La transition énergétique donc, est une urgence en termes d'emploi, une urgence en termes de santé, une urgence en termes d'indépendance nationale et de protection de notre environnement. Donc au sein de notre région, il faut mettre une politique industrielle écologique ambitieuse et investir massivement dans les énergies renouvelables. L'UMP comme le PS et les Verts, leurs alliés, n'ont pas les outils parce qu'ils sont tenus par l'Union européenne, l'austérité et donc ce carcan du libre-échange. Avec Sophie Montel, nous avons les outils, c'est-à-dire le protectionnisme intelligent, le colbertisme, le patriotisme alimentaire, la défense de notre patrimoine, de notre environnement, de nos forêts. Donc le 6 et 13 décembre, il faut voter massivement pour Sophie Montel, la seule candidate écologiste et patriote. Merci Julien Audoul. Benoît Borda pour la liste de Marie-Guy Dufay. J'ai envie de vous dire, vous l'avez vu, on avait, nous, un certain nombre de propositions, puisqu'au total, ce sont 110 propositions pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc déjà, j'invite tous les Bourguignons et tous les Francs-Comtois à aller sur notre-région-d'avance.fr, consulter ces 110 propositions. Je crois qu'on est les seuls à avoir détaillé autant ces propositions-là, puisque nous, on propose une grande région qui soit plus vertueuse, qui soit vecteur de solidarité, de justice sociale, de soutien à l'emploi et à la formation, de préservation et d'attractivité de notre cadre de vie, et bien sûr de faire de la transition écologique et de la biodiversité un des fers de lance de notre région qui est déjà reconnu sur un certain nombre de points par nos bilans. Voilà, et c'est comme dirait Marie-Guy Dufay, la politique par la preuve. Gérard Lacroix, votre conclusion s'il vous plaît. Merci. J'ai une pensée pour les victimes des attentats. Il y a effectivement une urgence sécuritaire. Par contre, aucune urgence électorale pour conforter la fusion
forcée des régions sans que les citoyens aient été consultés. Il s'agit d'un véritable attentat contre la démocratie locale. La France est en faillite tant que les citoyens consommateurs qui payent les impôts ne seront pas associés concrètement à la définition des politiques régionales. Rien n'avancera dans ce pays. Merci à tous les 6. Merci Eric. Prochain débat demain, dimanche, donc à 11h sur le développement économique et la formation professionnelle avec 6 autres candidats. Et puis le grand débat des têtes de liste régionales, c'est mercredi soir à 22h30 avec Madame Dufay, Monsieur Sauvadet, Madame Montel, Madame Prudhomme, Madame Vermorel et Monsieur Grudler. Je n'ai oublié personne, les 6 principales têtes de liste. Grand débat donc à 22h30 en direct sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Et puis bien sûr la grande soirée électorale dimanche prochain, premier tour des élections régionales. Merci à tous, merci Eric et vive la politique. On va dire ça comme ça.